Christophe Lutundula Pala a été très explicite devant le chevalier de la plume, une force à l'origine offensive qui s'est transformée en force tampon. Comme n'a cessé de l'affirmer le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous en tenons à une cessation des hostilités effective, pas fictive, pas une cessation simulacre. Au retrait réel du M23 et de l'armée rwandaise du territoire congolais occupé. La SADC arrive avec une brigade offensive. La diplomatie congolaise, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porte ses fruits. Le pays s'est fait entendre. Le chef de l'État était là, il a pris la parole. Il était clair que pour nous, du 1er mars au 30 juin, nous allons évoluer. Si ça ne va pas, nous allons être très reconnaissants à l'égard de ceux qui sont venus. On va se dire au revoir très gentiment, j'allais dire fraternellement, et on va passer à autre chose. Pour le moment, nous nous préparons à accueillir la SADC, nous nous préparons à régler des questions qui touchent au mandat de l'EAC, comme nous sommes aussi avec la MONUSCO. Nous avons un programme de retrait progressif. Il n'y aura plus aucune distraction. Le Rwanda ne sera plus jamais en paix tant que la République démocratique du Congo ne le sera pas. C'est un fait d'entraînement. L'hypocrisie de la communauté internationale l'empêche de poser la question de savoir où vont les prétendus M23 qui se seraient retirés de certaines localités. Le président et le gouvernement de la République se battront pour qu'enfin la paix dans l'Est de la République soit durable et définitive. Du mal à y croire, le consulat de la République démocratique du Congo à Pointe-Noire a lancé l'octroi de passeports biométriques. On en parle dans le détail à travers ces commentaires de Cédric Kenina. Les activités du consulat honoraire de la République démocratique du Congo ont été lancées depuis le 31 janvier de cette année à travers la délivrance de cartes consulaires biométriques et visas. Et la seconde étape, c'est l'enrôlement de Congolais de Pointe-Noire en vue de l'acquisition du passeport biométrique. Jusque-là, impossible, certains ont du mal à croire. Pour ce faire, ils ont été nombreux à se rendre au consulat pour en avoir les cœurs nets. Ça commence déjà à nous faciliter pour certaines choses. Tout était centralisé au niveau de Brazzaville. Et donc, qui doit quitter Pointe-Noire pour aller à Brazzaville, il y a d'abord un déplacement, soit par vol, soit par route. Nous remercions le président Tshisekedi, mais aussi notre ambassadeur Christophe Muzungu et notre consul ici à Pointe-Noire, M. Okissi. Je remercie également le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, très cher papa, Christophe Lutundula, pour avoir concrétisé cette vision du chef de l'État. Une grande première dans les relations diplomatiques entre les deux Congos, rendue possible grâce à la volonté du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. L'ambassadeur de la RDC au Congo, Christophe Muzungu, se félicite du travail ainsi accompli et son exécution par les consulats honoraires de la RDC à Pointe-Noire. Il est demandé à tous les ressortissants congolais RDC vivant dans notre territoire de se présenter physiquement au consulat, qu'ils ne restent pas assis là-bas pour créer seulement des agitations. Qu'ils viennent, nous recevons tout le monde ici. Une opération qui se poursuit en tenant compte de la demande de dossiers liés au passeport. C'est un hommage mérité de l'Assemblée nationale aux deux députés nationaux, Fidèle Likinda et Zobel Milolo. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a retracé le parcours de ces deux héros qui seront portés en terre ce dimanche 14 mai, chacun dans sa circonscription électorale. Robert Lindaïti, c'est nous en dit un peu plus. La nation congolaise perd deux de ses dignes fils, l'honorable Zobel Milolo Djibondo, député national élu de Chikapa, décédé le 29 avril 2023 à l'âge de 59 ans, et l'honorable Fidèle Likinda Bolomelenge, député national élu d'Ikela dans la province de la Chuapa. L'Assemblée nationale, la plus importante et la plus prestigieuse institution de la République démocratique du Congo, après le président de la République, a rendu un vibrant hommage à ces deux dignes fils du pays. Le jeudi 11 mai 2023,
Tous émus et consternés dans le hall du Palais du Peuple, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tokoumé Soumangou, visiblement effondré, a, au nom de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, retracé le parcours de l'honorable Zobel Milolo Djibondo. Pasteur responsable et représentant légal de la communauté centre missionnaire de Béré, il vient de terminer sa mission et Dieu l'a repris pour qu'il reçoive lui aussi la paye qu'il lui avait réservée dans son royaume. Vendredi 12 mai 2023, après Zobel Milolo, le Parlement de la République a aussi rendu un hommage à un autre héros, l'honorable Fidèle Likinda, en présence du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongonde Moussaï, des ministres et quelques députés. Dans son horizon funèbre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Mbatabe Tokoumé Soumangou, est revenu sur les qualités morales de cet ingénieur qui quitte aussi la terre des hommes à quelques mois de ses élections. Honorable député, cher collègue Fidèle Likinda, tu vas terriblement nous manquer lors de nos travaux en commission en plénière, même si ton absence sera justifiée. Et au nom du président de l'Assemblée nationale, je signe aujourd'hui ton autorisation de sortie pour une durée indéterminée. Adieu, honorable Likinda, adieu, honorable Zobel Milolo, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Comment poursuivre et approfondir les réformes initiées dans le cadre de l'appui budgétaire et d'autres programmes financés par cette institution, par la Banque mondiale? Des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekenge, une délégation de la Banque mondiale. Janine Kalinga, bienvenue, Lou Salah et Marcel Moubenga. La nécessité d'approfondir les réformes initiées dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale et le programme de développement du Congo, supporté et financé par cette institution financière, la question aura été au centre de l'échange qui a rassemblé autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekenge une délégation des Birdeda Group dans son cabinet de travail à la primature. Cet échange s'est conclu sur une appréciation positive du directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Prince, Albert Josephat. Nous avons eu un entretien extrêmement productif avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons commencé par exprimer nos condoléances au peuple congolais pour les tristes événements qui se passent à l'est du pays et encore plus récemment les éboulements qui ont coûté la vie à plus de 400 Congolais ces derniers jours. Donc nous avons exprimé nos condoléances, mais nous avons aussi apporté notre potentiel soutien, notre potentiel aide pour réagir extrêmement vite face à cette situation de catastrophe. Nous avons également discuté avec son Excellence le Premier ministre de la nécessité de poursuivre et d'approfondir les réformes qui ont été initiées aussi bien dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale que dans le cadre du programme de développement du Congo que nous sommes très très fiers de supporter et de financer. Et comme vous le savez, la Banque mondiale a connu une augmentation assez forte de son portefeuille et on est à plus de 8 milliards de dollars qui sont dans notre portefeuille pour supporter les projets de développement de la République démocratique du Congo, avec pour objectif d'avoir un impact palpable sur la vie des Congolais. L'idéal convenu est de s'assurer que les efforts des réformes entreprises ne soient anéantis pour le bien-être du peuple congolais. Ce joli coup de filet de la police nationale congolaise, des jeunes gens communément appelés Kuluna, qui sèment l'insécurité et la désolation dans la commune de Ngalema, ont été appréhendés par le service de sécurité. Ces bandits armés opèrent dans la commune de Ngalema. Ces incidents terrorisent le paisible citoyen. Ils sont au nombre de 55, auteurs de plusieurs forfaits et autres forfaits. Ils ont été présentés ce soir
soir par les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le gouvernement congolais, à travers le vice-ministre de Mines, Godard Montemona, a condamné avec la plus grande énergie l'exploitation illicite de minerais congolais par le pays voisin. Il demande même des sanctions contre le pays agresseur et pilleur de ressources minières de la République démocratique du Congo. C'était au forum sur le chaîne d'approvisionnement en minerais responsable tenu à Paris en France. Regardez. Du ministère des Mines au 16e forum sur les chaînes d'approvisionnement en minerais responsables organisé par la tripartite Organisation de la coopération et de développement économique OCDE, la CIRGEL et le groupe des experts des Nations Unies. Godard Montemona, vice-ministre des Mines et chef de délégation à l'heure de cette rencontre fustigé la situation précaire que vivent les artisanaux miniers en RDC. Dans un temps ferme, le vice-ministre des Mines a sollicité de la communauté internationale une condamnation du Rwanda, agresseur de la RDC. Il a en outre salué les efforts menés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener la paix en RDC. La quasi-totalité de l'or d'exploitation artisanale de la RDC, environ 37 tonnes, est sortie par fraude au profit des raffineries installées dans les pays voisins pour les minerais de 3T, notamment le coltan. La baisse des exportations de la RDC est due aux fonderies de coltan implantées dans les pays voisins sans source d'approvisionnement géologique prouvée. L'occasion de saluer la décision du département du Trésor américain, celle de suspendre les activités de la raffinerie Azerbaijan Ouganda, car sa source d'approvisionnement est jugée illicite. Mon pays, la RDC, continue à élever sa voix pour stigmatiser une fois de plus, du haut de cette tribune, l'agression perpétrée par le Rwanda. La RDC continue à solliciter de la communauté internationale une condamnation ferme et sans équivoque de ces pays agresseurs. Dans le cadre de certains contacts, le vice-ministre des Mines, Godard Montemona, a reçu un groupe des investisseurs chinois. Il a eu des échanges fructueux avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac. On va parler de la commission, des activités de la Commission électorale nationale indépendante dans son reportage. Mesdames et messieurs, au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, je viens faire un point d'information sur quelques points suivants. 1. La clôture définitive des opérations d'identification et enrôlement des électeurs et les difficultés rencontrées. 2. Les étapes calendaires post-enrôlement des électeurs. La clôture définitive des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Le point 1. Lancé depuis le 24 décembre 2022 dans 10 provinces de l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont été définitivement clôturées le lundi 24 2023 dans l'ère opérationnelle 3, marquant ainsi la fin de l'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national et dans les 5 pays pilotes. Contrairement aux mêmes opérations effectuées en 2005-2006, en 2010-2011 et en 2016-2018, il a fallu exactement 122 jours, soit 4 mois à la CENI, pour mener les opérations d'identification et enrôlement des électeurs, non seulement sur l'étendue du territoire national, mais aussi pour la première fois dans les 5 pays pilotes au bénéfice des Congolais résidant à l'étranger. Par ailleurs, la synthèse des statistiques provisoires des enrôlés sur l'ensemble du pays, désagrégée de la manière suivante. Nombre d'électeurs attendus, 49 273 109. Nombre d'électeurs enrôlés, 47 862 561, soit
97,14%. Il est à noter que les données de Rutshuru, de Massissi et de Kwamut ne sont pas comptabilisées. C'est là les statistiques de l'opération et d'identification des électeurs sur l'ensemble du territoire dévoilées par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Sia, un pari gagné à 80% pour la Commission électorale nationale indépendante. La République démocratique du Congo tisse sa toile dans la formation professionnelle. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipulu Kabenga, au-delà de sa participation à la conférence mondiale sur l'éducation à Londres, a signé des accords de partenariat avec le Canada. Cédric Kenina. Retour à Kinshasa après un séjour de travail de plus d'une semaine à l'étranger. La patronne de la formation professionnelle est passée successivement au Canada, en Grande-Bretagne, où il a participé au Forum mondial sur l'éducation. À Montréal, elle a pu nouer plusieurs contacts, notamment avec la CGP, un grand centre de formation professionnelle avec plus de 200 filiales à travers le monde. C'est la suite de la victoire qu'on avait eue à Paris, d'avoir la labellisation de la Cité des métiers. Maintenant, nous étions en train de chercher quels sont les encadreurs, les formateurs qui peuvent accompagner nos formateurs ici par rapport à la Cité des métiers. Comment est-ce que nous pouvons mettre ce cadre-là en place? Et c'est comme ça qu'avec l'invitation de la CGP, nous avons signé ces contrats de partenariat pour que les formateurs viennent former nos apprenants ici. Et à Londres, c'était toujours un forum de l'éducation où on a assisté, moi et mes autres collègues, entre autres les collègues Tony Mwaba et les collègues de la justice. Là-bas aussi, hier, on a travaillé toute la journée, jusqu'au soir. C'était aussi bien le gouvernement britannique a accepté d'accompagner le ministère de la formation professionnelle. Ils nous ont parlé de 3 formations qu'ils donnent là-bas. Et j'ai trouvé que c'était aussi important pour que la formation professionnelle puisse mettre ça en application. Cette dernière tournée intervient après sa mission à Paris, au cours de laquelle elle a défendu avec brio les dossiers de la RDC et obtenu le label Cité des métiers. Et pendant ces temps, le pays africain membre du BRICS s'était donné rendez-vous à Durban en Afrique du Sud. Le ministre congolais du Tourisme Didier Manzenga a à l'occasion porté haut la voix de la RDC. Pour cette action, le patron du tourisme congolais voudrait relancer ce secteur en RDC. Rodé Panda. Durban, en Afrique du Sud, où il a séjourné depuis le 6 mai 2023, Maître Didier Manzenga Mukanzu a visité en prélude les installations de la société Dormac située le long de l'océan Indien. Société dirigée par M. Chris Spark, manager directeur. Elle est spécialisée dans la construction de paquebots, bateaux de pêche, vente de fer en acier et autres navires spécialisés. Les besoins ultimes de la RDC ont été présentés aux responsables de cette entreprise pour l'achat d'un bateau qui devra servir le trafic sur le fleuve Congo de la gare centrale jusqu'à Maluku et les sites touristiques de l'Antilles Esten. Après cette étape, le ministre du Tourisme a eu une grande réunion bilatérale avec le ministre sud-africain du Tourisme, Madame Patricia Lille, MP, en présence de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Moulaja Binene. Maître Didier Manzenga Mukanzu a également porté haut la voix de la RDC invitée à cette grande conférence des ministres du tourisme des pays africains, membres et partenaires des BRICS. Entendez, groupe de 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel, pays à forte croissance, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. C'était l'occasion pour Maître Didier Manzenga d'inviter ses homologues à favoriser la connectivité du transport aérien en Afrique du Sud pour le développement intégral du tourisme africain. Et bien après, il a répondu à l'invitation de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Fidel Moulaja Binene, pour visiter le nouveau bâtiment imposant qui abrite désormais l'ambassade de la RDC à Pretoria. Maître Didier Manzenga est en train de jeter les bases solides, susceptibles. On rentre au pays pour parler cette fois-là de cette formation organisée par le ministère de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information. Nono Matseko.
1885 que le premier bureau de la poste congolaise a été construit à Banana. À l'époque de la colonisation, la poste congolaise comptait 361 bureaux à travers le pays. Jusqu'à ce jour, aucun bureau n'a été construit, mais grâce à l'implication du ministre des Pétentique et du DG de la SCPT, ce mercredi 10 mai 2023, le nouveau complexe commercial de la poste situé au pont Gabi dans la commune de Kalamo a vu les jours. Il a été inauguré par le ministre Augustin Kibasa Maliba. Le ministère des Pétentique, que j'ai le privilège de diriger, fonde son action sur deux axes principaux: les infrastructures de télécommunications de base, ainsi que la création des multiples services innovants devant faciliter la vie courante de notre population. Sans infrastructures viables, les postes et télécommunications n'auront pas la capacité d'arrimer au train du progrès et du développement qui sont eux-mêmes conduits par la locomotive de la modernité et de la constante évolution technologique. Une occasion pour le numéro 1 de la poste congolaise, Didier Moussete, de remercier son ministre des tutelles pour son engagement et sa détermination dans la réalisation de cette œuvre. Nous n'avions pas de financement pour construire ce bâtiment, mais nous avions un ministre fort, disponible et à l'écoute. Je vous prie d'acclamer son Excellence Augustin Kibasa Maliba. Ce nouveau site de la poste Pont Gabi vient de changer le paysage architectural de la ville de Kinshasa avec un complexe commercial de plus de 2900 mètres carrés et un espace marchand de plusieurs magasins, des entrepôts, des bureaux et un parking. C'était là l'inauguration d'un complexe de la Poste ici à Kinshasa, dans la commune de Kalamo. Et de l'autre côté de la province de l'Ituri, les agents et cadres de l'OCC étaient à une formation. Suivez. Je jure fidélité au président de la République, obéissance aux lois de la République démocratique du Congo et remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées, à rendre loyalement compte à l'officier du ministère. C'est en ces termes que 30 agents et cadres de l'OCC de l'Asso provincial de l'Ituri ont prêté serment ce samedi en qualité d'OPJ en compétence restreinte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance. Au procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'Ituri de rappeler aux assermentés la mission leur confie par la loi en matière économico-sociale. Le CCN est un véritable service de l'État qui a pour mission principale de vérifier la conformité des marchandises avant de la mettre à disposition de la population. Pour sa part, le directeur provincial de l'OCC, Freddy Ngoumoudja, attend de ses agents et cadres l'application à la lettre de toutes les notions apprises pour l'intérêt de cette entreprise. Au terme de cette formation que je juge d'une importance capitale en faveur de notre cher office, j'exhorte les agents et cadres qui deviennent sous OPJ à compétence restreinte visée à bonne science et qualité. Parlant au nom du gouverneur de province, le directeur du cabinet, Maître Étienne Ounega Egi, a encouragé l'OCC de continuer à jouer son rôle de protéger la population contre toutes substances nocives. Et de manière particulière, je vais vous demander d'avoir une attention par rapport à l'importation des produits hautement alcoolisés qui certainement ne remplissent pas les conditions de consommation. Alors, en faisant correctement votre travail conformément à la loi, vous allez contribuer à la restauration de la paix en Ituri, vous allez contribuer à la sécurisation de la population italienne. Selon les conseillers juridiques de l'OCC venus de Kinshasa qui a supervisé cette formation et dit Moké Soumaïli, le zéré promis, ont suivi des notions liées à l'éthique et déontologie de l'OPJ, les infractions de droit romain, la procédure pénale et bien d'autres. D'abord, l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État qui a donné des orientations à son ministre du Commerce extérieur, le ministre d'État Jean-Lucien Boussa, qui ne cesse de marquer des pas, qui ne cesse d'appliquer strictement et fidèlement la vision du chef de l'État dans son domaine. Et au docteur Étienne Chimanga, DG, qui matérialise cette vision.
Au 10 mai 2024, le parti prenant au processus d'élaboration du budget se sont retrouvés en séminaire d'orientation budgétaire. Ils ont adopté le politique publique pour le cadre budgétaire moyen terme 2024-2026. La cérémonie des clôtures avec Rikin Juzilo Yamayawel. La République démocratique du Congo vient de tracer la trajectoire des recettes et des dépenses publiques pour les 3 prochaines années. C'est l'exercice important de transparence, de participation citoyenne et de redevabilité auxquels s'est livré les participants au séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2024. Ils ont défini les politiques publiques retenues dans le cadre budgétaire moyen terme CBMT 2024-2026. C'était avec l'assistance technique du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, projet encore de la Banque mondiale. Ces priorités vont permettre à notre pays de réaliser les actions nécessaires à l'accroissement du rendement inhérent du capital humain, à la diversification de l'économie nationale et à l'amélioration de la situation socio-économique des Congolaises et Congolais. Ces travaux clôturés précèdent les conférences budgétaires en vue. L'action humanitaire et solidarité nationale mobilise les humanitaires pour venir en aide aux sinistrés de Kalehe, au Nord Kivu, au Sud Kivu plutôt. Modeste Mutinga Mutichai a réuni ce samedi 13 mai la communauté humanitaire basée en RDC en vue de mobiliser de fonds et bien coordonner les interventions sur terrain. Humanitaire dramatique de Kalehe dans le sud Kivu continue à défrayer la chronique avec un bilan humain revu à la hausse et qui interpelle tout le monde dans l'option des solutions à la fois urgentes et durables. C'est le sens qu'il faut accorder à cette importante réunion que Modeste Mutinga Mutichai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, vient de tenir avec la communauté humanitaire et les agences spécialisées de l'ONU basées en RDC pour mobiliser des fonds, les moyens logistiques et les humanitaires en vue d'une réponse coordonnée et efficace à cette crise. Qu'est-ce que nous pouvons attendre des organisations humanitaires internationales? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de bailleurs internationaux et autres partenaires financiers que vous êtes? À la question de savoir ce qu'il faut attendre des humanitaires, des bailleurs des fonds et autres partenaires financiers, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire, répond. Au niveau du fonds humanitaire, on a débloqué hier soir 3 millions de dollars. C'est vraiment pour les premières interventions. Ce qu'on appelle le pôle de soutien s'est réuni hier à Goma, donc c'est l'équipe humanitaire de Goma. Il faut rappeler que le récent Conseil des ministres a décrété Kalehe comme territoire sinistré. Modeste Mutinga, ministre sectoriel, a rassuré tous les humanitaires présents à la réunion de l'accompagnement du gouvernement de la République en rapport avec leurs interventions sur terrain. Après l'interpellation à l'Assemblée nationale à travers la commission de l'aménagement, infrastructure et nouvelles technologies du directeur général intérimaire de l'ONATRA, Martin Loukoussa, ces élus du peuple sont descendus dans les installations portuaires de l'ONATRA. Question de faire une enquête parlementaire. Résultat, tout marche bien et même les bateaux Kokolo et opérationnels. Rodé Panda. Non fondée, le directeur général AI de l'Office national de transport ONATRA avait été interpellé à l'Assemblée nationale en mars 2022 et entendu par la commission de l'aménagement et innovation. L'argumentaire de députés voulait à tout prix clouer le directeur général de l'ONATRA avec des prétendues preuves de la mégestion. À cela s'ajoutent les bateaux Kokolo immobilisés, insisté le membre de la commission. Très serré, le DG Martin Loukoussa Mpanou a fait un exposé convaincant avec des explications claires. Pour les élus du peuple, les dossiers ne pouvaient pas se clôturer par de simples explications verbales. Une commission d'enquête est descendue dans les installations de l'ONATRA et le contrôle a été effectué.
Les résultats de cette enquête parlementaire est plus qu'épatant du travail de titan abattu par le DG Martin Loukoussa, l'Aigle Royal. L'ITB Kokolo, en action et opérationnel, ajouté à cela les entrepôts, construits avec le sens managérial aigu du conseil d'administration. Délégation de députés membres de la commission confirme les avancées significatives et encourage les DG de l'ONATRA et tous les conseils d'administration à garder cette stratégie, cet élan et cette politique de gestion. Nous sommes convenus qu'en cette date, que nous puissions venir visiter si réellement les bateaux Kokolo étaient opérationnels, qu'effectivement Kokolo est opérationnel. Le ministère des Finances doit allouer les sommes promises à l'ONATRA. Après être passé à la barre de l'Assemblée nationale, suivi de la démonstration sur le terrain, Martin Loukoussa est l'homme le plus heureux, sans fausse modestie. Sur l'ONATRA, notamment le cas de bateau ITB Kokolo qui est en état de navigabilité. Vous avez vu, nous avons fait la randonnée avec, donc ce bateau est opérationnel. Donc à la disposition des opérateurs économiques. Pour les élus du peuple, au regard des réalisations de ce directeur général intérimaire, Martin Loukoussa mérite la confirmation à ses postes pour la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC. Congo et la Banque africaine de développement pour une nouvelle coopération. La vice-ministre de Finances a échangé jeudi dernier avec la vice-présidente de la BAD en charge de développement régional, de l'intégration et de la prestation de services aux gens. Richard Kouane nous en dit un peu plus dans son reportage. La vice-ministre des Finances, Onej Sele, a échangé le jeudi 11 mai 2023 avec la vice-présidente en charge du développement régional, de l'intégration et de la prestation des services en mission de dialogue de haut niveau en RDC. Des échanges qui étaient axés notamment sur l'état de la coopération de façon générale, ainsi que des questions d'importance stratégique, notamment la stratégie d'intervention de la banque en RDC, le projet Grand Inga, le port en eau profonde de Banana, l'aménagement de la route Bukavu-Goma et la construction de la route Kananga-Mbujimaï. Nous avons échangé ce matin sur effectivement les possibilités de se focaliser dans les années à venir, les 2 ou 3 prochaines années, sur un gros projet d'infrastructure structurant, transformateur, de nature à améliorer la production, la productivité, l'accès au financement des agriculteurs et tout l'accompagnement qui est nécessaire, aussi bien d'un point de vue de dispositifs législatifs, dispositifs institutionnels, mais accompagnement également avec des infrastructures de transport, de conservation. Donc c'est vraiment un grand projet intégré et nous pensons que cela devrait nous permettre de mieux orienter les ressources vers des objectifs qui nous permettent d'avoir des résultats très très rapidement. La mission prévoit également de rencontrer les plus hautes autorités du pays, notamment le chef de l'État. Fin de travaux de la télé nationale de formation de parties prenantes sur la transparence de l'action climatique d'un plan d'action national d'amélioration. La République démocratique du Congo est le 3e pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale à bénéficier de cette formation. Néné Maïzana, Monique Mavungu et René Ngwangu. Pendant 3 jours, les participants à cet atelier de renforcement des capacités se sont employés à identifier les lacunes qui limitent le développement du cadre de transparence de l'action climatique en République démocratique du Congo. La formation assurée par EB régional a permis aux experts nationaux dans les domaines du changement climatique d'identifier et d'évaluer les coûts des actions à mener au niveau du pays afin d'améliorer la transparence de l'action climatique. Pour mettre en œuvre la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et même l'accord de Paris, ou même faire les actions de transparence, il faut qu'il y ait une structure au niveau national qui rassemble l'ensemble des parties prenantes pour faire le pilotage de l'action climatique. Il se trouve qu'en RDC, il y a des textes qui créent un comité national sur les changements climatiques. Malheureusement, ce comité national, bien que créé, il n'est pas opérationnel. Donc ça montre effectivement des lacunes que lorsque le pays mène des actions, on peut avoir plusieurs choses qui peuvent se faire dans différents ministères, mais il manque une structure de coordination au niveau national. La RDC mène bien des inventaires de gaz à effet de serre, mène bien des actions
d'adaptation ou d'atténuation. Mais on a un problème du nombre des experts qui sont dévolus à cette tâche. Les experts nationaux ont sollicité d'autres séances de renforcement des capacités et la poursuite des travaux d'élaboration et de consolidation d'un plan d'action climatique pour la RDC. Et pendant 2 jours, les membres de la gouvernance Croix-Rouge RDC étaient en formation sur les nouvelles pratiques de leadership. Toutes les provinces ont été représentées à cet atelier tenu à Kinshasa. C'est son président national, Grégoire Matesso, qui a procédé à la clôture de 10 travaux, nous dit Joël Makela. Loin des défilés traditionnels pour marquer d'une pierre blanche la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, comme de coutume, cette année, le choix a été porté sur l'organisation de plusieurs autres activités. Cet atelier de renforcement des capacités des dirigeants de la Croix-Rouge sur le leadership en est une parfaite illustration. Venus de toutes les provinces de la République, ils ont été formés pendant 2 jours sur ce concept. On a voulu organiser sous forme de la sensibilisation des cadres, des leadership de tous les 26 provinces, changer notre mode de vie, soutenir les communautés qui souffrent et poser les gestes qui sauvent dans nos communautés. Il y a des choses, peut-être hier, on faisait sans les savoir, mais avec cet atelier, nous sommes édifiés et nous avons la nouvelle matière qui va nous permettre à pouvoir être vraiment de bons leaders chez nous. La tribune a été offerte également au directeur provincial du Kwango de soumettre les préoccupations de sa province. Nous avons des problèmes liés à la mobilité pour essayer d'atteindre les 5 territoires. Vous savez, les 5 territoires sont éloignés à plus de 300-400 km et cela nous rend la tâche difficile. Des assises qui tombent à point nommé dans un contexte où le leadership constitue l'élément central dans la gestion de toute entité et organisme. Zéro Molili, entendez zéro poche noire, c'est l'opération lancée par la SNEL SA qui consiste à la lutte contre le poche noir en RDC. Cette opération connaît la supervision du directeur général intérimaire de la SNEL, Teddy Luamba, Yvette Makuntima et Dichala. La Société nationale d'électricité SNEL SA poursuit l'installation de nouveaux transformateurs dans différents coins du pays qui font face aux poches noires et au phénomène de délestage. C'est dans ces cadres que le directeur général d'intérim de la SNEL SA s'est rendu sous une pluie fine à la commune d'Ngiringiri et Lemba. Première étape, la commune d'Ngiringiri où l'ingénieur Teddy Luamba a assisté à l'installation d'un nouveau transformateur d'une puissance de 630 kVA dans une cabine électrique située entre les avenues Mossamba et Sayo. Cet outil va mettre fin à un manque prolongé de l'énergie électrique. Nous étions plongés dans le noir et aujourd'hui on a renoué avec la lumière. Mon remerciement au numéro 1 de la RDC, l'homme aux actions concrètes, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'arrivée de la délégation de la SNEL SA, conduite par son directeur général d'intérim, Teddy Luamba à Lemba, les habitants du quartier commercial ont manifesté des scènes de liesse. Privés de l'électricité depuis plusieurs semaines, les nouveaux transformateurs constituent donc une bouffée d'oxygène. Ingénieur Teddy Luamba a rassuré que cette dotation va s'étendre sur tous les pays. La majeure partie de nos abonnés se retrouvaient dans le noir. Il y avait une pénurie d'électricité dans certaines zones. Comme nous avions dit, nous avons lancé une vaste campagne pour récupérer toutes ces poches noires. Et ceci va dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que notre clientèle soit la mieux desservie. La SNEL SA mène l'opération Zéro Molili, entendez, zéro poche noire, initiée par son directeur général ad intérim. L'objectif étant la réduction des poches noires sur toute l'étendue du territoire national. Direction l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT, en sigle, qui a ouvert ses portes aux entreprises et au public quinois. C'est pour leur présenter le service qu'il offre à la société congolaise. De doter les pays des formateurs et des enseignants techniciens qualifiés, l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa organise des formations de mise à niveau en électricité, en mécanique et en informatique.
Pour faire découvrir au grand public les services qu'il offre au pays, une journée porte ouverte a été organisée le vendredi 12 mai 2023. Selon le secrétaire général chargé de la recherche, professeur Raphaël Matamba dispose des ateliers équipés de machines modernes capables de répondre à tous les besoins de la société. C'était pour montrer différentes entreprises locales dans tout ce que nous avons comme potentiel en termes d'équipement, de laboratoire et tout ce qu'on peut leur offrir comme service. Donc en termes aussi des travaux et aussi en termes de formation, recyclage. Donc c'était une occasion pour signer des partenariats d'abord déjà entre l'ISPT Kinshasa et toute entreprise locale. Parce que c'est qu'on a constaté que parfois ils ont des problèmes au niveau de leurs équipements, mais ils ne savent pas que nous avons ici sur place des équipements de qualité, les dernières technologies, la dernière génération. Et c'est pour cela qu'on les a invités ici pour leur montrer qu'ils peuvent faire correctement. Pour lier la parole à l'acte, l'assistance a été invitée à visiter les ateliers de cet institut en passant par les laboratoires mécaniques, électroniques, électricité et informatique. Direction la province du Haut-Katanga pour parler des activités de l'UDPS dans cette partie du pays. Tout était déjà en place et la base était déjà présente pour participer à la matinée convoquée par le secrétaire général Augustin Kabouya lorsque le commandant de la PNCV de Kinshasa, Silvano Kassongo, débarque pour rappeler les dispositions sécuritaires prises par le gouvernement. On a communiqué au gouverneur que la marche, il s'agit de ce qu'il y a. Moi, manifestation, c'est un bateau, c'est pour la sécurité. Rassemblement, on est ça le matin. À mi la bolamo, toqué la tribune, peut assurer un bateau, la kimia au bateau, bazali vraiment patriote. En bon citoyen, le numéro 1 du parti présidentiel a appelé à l'assistance au respect des mesures sécuritaires. Commandant suprême, il y a armée, la police, comme on a fait béton. Bon, Makambo, tu prévois qu'il est lourd, tout ça la yango. Vu la situation sécuritaire, Bapekisaki, l'attroupement, il y a 5 ou 10 personnes. Mais Bissoawa, tu as déjà au-delà. Tu as famille politique, il y a chef de l'État. Bissomoko, il faut te prêcher par l'exemple. C'était aussi l'occasion pour lui d'inviter la population à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects dans leurs milieux respectifs. C'était plutôt l'annulation de la matinée politique prévue le vendredi dernier devant la permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social par la police nationale congolaise. Je le disais, on va se rendre dans la province du Haut-Katanga pour parler des activités de l'UDPS au Katanga. Pont d'environ 5 mètres de longueur et 3 de largeur, auquel on semble ne pas y prêter beaucoup d'attention alors qu'il est d'une importance capitale pour le développement communautaire des quartiers Loano 1 et 2. Cela par le fait que cette traversée mène vers la concession Chalaki, le cimetière de Kassangiri. C'est sur le prolongement de Manoa 2 pour ceux qui connaissent mieux cette partie de la commune de Roachi. À l'occasion de la sortie officielle à Kinshasa de la plateforme présidentielle Union sacrée de la nation, une vision salvatrice du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de son parti UDPS, une notable du quartier Loano 1, doublée de qualité de femmes leaders et de présidente de la Fondation des Amis de Yumba Blanche, a voulu marquer d'un cachet spécial ce grand événement politique qui s'est déroulé dans la capitale congolaise ce samedi 29 avril 2023. Et ce, en procédant au lancement des travaux de réhabilitation de ce pont jeté sur la rivière Loano. Sable, moellon, ciment et une équipe qualifiée des ingénieurs en construction ont facilité à Madame Yumba Mujamvita Blanche de poser la pierre, synonyme du démarrage effectif des travaux et une manière pour elle d'appuyer la politique du président Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie a connu une foule innombrable des habitants bénéficiaires de cet acte d'intérêt communautaire qui était en pleine explosion de joie. Ses compatriotes n'ont pas tari d'éloges à la bienfaitrice qui, outre cette action du pont, a déjà posé un autre geste en réhabilitant cette route qui était auparavant
qu'un petit sentier, toujours avec ses moyens du bord. Les travaux d'assainissement du croisement des avenues Libération et Landou ont débuté depuis le mardi 9 mai dernier. Ces lancements ont été effectifs grâce aux autorités municipales de la commune de Selemba. Au reportage Béatrice Chako. Ce tronçon qui relie plusieurs quartiers de Kinshasa est resté longtemps envahi par les immondices dégagés des caniveaux. Les travaux d'assainissement de l'avenue Libération au croisement Landou viennent d'être lancés par le bourgmestre de Selembao et son adjoint. Ceux ont envie de mettre à l'abri la population riveraine. Maître Mathias Oumouyani et son adjoint, Maître Moïna Claudian, ont travaillé nuitamment le mardi dernier pour évacuer tous ces déchets, source des embouteillages monstres dans la ville qui font souffrir les usagers de cette route. Un motocycliste s'exprime. J'étais surpris de voir les bourgmestres de Selembao en train de travailler avec la bêche entre ses mains. Voilà pourquoi à mon tour, je me suis senti motivé de faire le même exercice. Parce que c'est pour l'amour de notre pays. Si nous ne travaillons pas nous-mêmes, personne d'autre viendra faire ce travail à notre place. Plusieurs autorités sont passées par ici, mais personne n'a pu poser un tel acte. Je lui demande juste de continuer avec le même élan. L'autorité municipale et toute sa population restent déterminés à rendre salubre leur commune pour le bien-être de tous. On va parler santé avant de nous quitter. Il y a un plan stratégique pour des actions concrètes dans la lutte contre le sida pédiatrique, syphilis congénitale et hépatite B de la mère à l'enfant dans un document. La présentation de ce plan justement avec Constance Mananga. La RDC est à sa 4e édition de son plan ETME, un cadre de référence et un outil de travail pour tous les intervenants engagés dans le processus de la validation nationale et internationale de l'élimination de la transmission du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B de la mère à l'enfant. Le directeur du programme national de lutte contre les sida, PNLS, Dr Ememboyo, a au cours d'une cérémonie de présentation de ses plans ETME 2023-2027 évoqué 5 points clés pour la réalisation de ces documents. Nous saluons votre présence. Cela témoigne de l'engagement de vous tous pour que nous prenions connaissance de ce plan qui va donc nous servir de boussole, de manière à ce que en 2027 et même avant, nous puissions nous dire qu'avons-nous fait pour que des enfants ne naissent plus infectés de mères elles-mêmes vivant avec le VIH. Les grands problèmes dans la lutte contre le sida pédiatrique restent les tests, mais aussi l'accès aux services du couple mère-enfant, d'où cet appel. Il faut des efforts énormes à fournir pour renverser la tendance, car l'on estime à 30% seulement l'accès aux services. Au nom du secrétaire général à la santé, le directeur du PNLS, Dr Ememboyo, a rendu hommage aux partenaires ONU-SIDA, PEPFAR, Fonds mondial, société civile, gouvernement et autres partenaires pour la mise en œuvre de ces plans de la triple élimination de la transmission du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B, évalués à près de 215 millions de dollars américains. Voilà, c'est donc par ici que nous bouclons ce journal, un journal de Robert Ndaye JCC et le concours de Rodé Panda, Joël Pierre Ngoupati Kwedi. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise.